Yamina Benguigui, bonjour. On va avoir tout à l'heure en ligne un confrère du journal Le Temps, puisque la Tunisie est au cœur de l'actualité, à la fois parce que presque un an, jour pour jour après l'assassinat de l'opposant Belaïd, on a annoncé que le meurtrier présumé avait été tué dans une opération antiterroriste. Ça suscite un malaise et des interrogations. Et puis surtout, c'est l'adoption de la nouvelle constitution tunisienne. Je vous sais très attentive à cette question-là. Est-ce qu'on peut dire que cette adoption de la constitution tunisienne, on l'a analysée en détail il y a quelques jours sur ce plateau, une sorte de compromis, c'est surtout le résultat de la victoire d'une mobilisation de la société civile et notamment des femmes tunisiennes pour ne pas qu'on revienne sur leurs acquis. Oui. D'ailleurs, elle est unique, cette constitution, puisqu'elle reconnaît l'égalité femmes-hommes. Et la Tunisie a toujours été un pays pionnier, finalement, puisque la constitution de Bourguiba marquait déjà un acte très, très important. Mais la différence, c'est que là, Bourguiba imposait à la société une sorte d'égalité qui n'était pas du tout culturellement admise, tandis que là, c'est la société qui a imposé aux nouveaux dirigeants qu'on ne revienne pas sur cet acquis. Oui, mais je disais, elle est pionnière. C'est une société pionnière dans le monde arabe et sur le pourtour de la Méditerranée. C'est vrai que la première révolution, enfin la révolution du jasmin, enfin, on s'en souvient tous, on a vu, elle a été incarnée par les femmes. On a vu de cette révolution des visages des femmes. C'est vrai que nous avons tous été choqués dès les balbutiements de cette constitution. On avait tenté de retirer du droit aux femmes tunisiennes. Et je crois que là, il y a eu une révolution puissante, pas violente, mais les femmes ont été toujours présentes. Je me souviens de mon premier voyage il y a en Tunisie en tant que ministre. Je suis arrivée et j'ai été tout de suite prise en main par des femmes. Les femmes étaient restées très actives. Elles n'ont jamais abandonné le combat sociétal, et aussi avec l'appui des hommes. Et du coup, c'est vrai que on a le sentiment que on était parti sur une sorte de remise en cause assez puissante et religieuse des acquis du printemps arabe, et que, d'un certain point de vue, cette constitution en limite les dégâts. Absolument. Là, elle nous épate, même, cette constitution, parce que elle vient de voir le jour dans un monde arabe en crise aiguë. Et on pense à des pays comme l'Égypte, par exemple. C'est un pays qui est toujours aussi géré par une constitution où il y a le statut de l'obéissance pour les femmes. Donc, c'est une très grande avancée. Vous serez demain, vous accompagnerez le président Hollande, puisqu'il y a une cérémonie qui célèbre cette nouvelle constitution, et le président de la République a décidé de s'y rendre. Ça a un beau poids symbolique important. C'est très important. La France a toujours été aux côtés de la Tunisie dans son accompagnement, même pour l'élaboration de cette constitution. L'Organisation internationale de la francophonie a été très présente. Donc c'est un grand jour demain. Et puis il y aura à peu près, je crois, une quinzaine de chefs d'État. Donc c'est très fort. Et en même temps, même si la Tunisie apporte une solution plutôt satisfaisante, à la question que je vais vous poser, elle reste un vrai enjeu. Je pense à l'Égypte, je pense naguère dans les années 90 à l'Algérie. Dès que le vote est offert aux populations de ces pays-là, les islamistes emportent les élections. Alors soit extraordinairement conflictuellement, comme ça a été le cas en Algérie, soit moins, comme c'est le cas là en Tunisie. Ça pose pas une sorte de question et de défi à notre propre représentation du monde arabe et de la démocratie dans le monde arabe? Je pense que ces pays arabes, surtout en plus ceux qui ont subi la colonisation, sont finalement des pays assez jeunes. Je veux dire, l'indépendance de l'Algérie, 1962, la volonté de refuser un système démocratique occidental, donc se tourner de façon radicale vers une arabisation de la société.
Et cette arabisation, pour parler que de l'Algérie, vers les années 70, s'est faite finalement avec des frères musulmans venus d'Égypte, puisque l'Algérie n'avait pas d'élite. Donc, on a fait appel à l'extérieur comme ça. Un produit d'importation déjà rejeté par le pays en question. Donc, tout ça fait que 70, on n'a pas arabisé une société, on l'a islamisée, puisque l'école a été donnée aux intégristes, mais à l'insu de la société algérienne. Donc ça, on a commencé à voir les choses, ça s'est rendu visible à partir des années 80. 80, très rapidement, les années 90-2000 sont les années de terreur, et on a à nouveau un sursaut. Voilà, je pense que tout ça est hélas normal, mais il faut être à l'écoute et savoir, par exemple, comme l'a fait la France récemment, d'être aux côtés, à hauteur d'homme de ces pays quand il y a cette demande. Par exemple, ce qui s'est passé là, la préparation de cette constitution, la France a été présente, l'Organisation internationale aussi de la francophonie a été très présente. Lina Benmini, vous êtes avec nous, blogueuse désormais régulièrement interrogée sur ce plateau, et je m'en réjouis et je m'honore de votre présence. Cette constitution, c'est la moins pire des solutions. Évidemment, peut-être pour les femmes les plus engagées, les plus radicales, il y a des concessions à admettre, mais maintenant, il va y avoir un travail de surveillance pour qu'elle soit respectée. Oui, en fait, c'est vrai que maintenant nous avons une constitution, et on a évité le pire parce qu'à un certain moment, on a parlé de l'application de la charia dans cette constitution, on a parlé de complémentarité entre hommes et femmes, et là, on a obtenu quelque chose de meilleur, quoi. Mais quoique il y a plusieurs, pièges linguistiques, on trouve la chose et son opposé, c'est le fruit d'un consensus entre les différents partis politiques, que ce soit les partis conservateurs, islamistes, ou les partis dits de gauche, les partis progressistes, démocrates et tout. Mais moi, je le dis souvent et je l'ai dit dans plusieurs interviews et articles, même l'ancienne constitution était bien, il y avait plein d'articles qui étaient bien, mais le problème, c'est avec l'application de ces articles. Moi, maintenant, à chaque fois, je mentionne le cas de Jebr el-Mejri. L'article 6 parle de la liberté de conscience. Jebr el-Mejri est toujours en prison à cause de publications sur Facebook. Donc, il a été condamné à 7 ans et demi de prison. Il ne suffit pas de mettre de l'encre sur du papier, mais ce qui est le plus important, c'est d'appliquer ces articles, ces lois, de respecter les droits de l'homme, la liberté et tout ça. Merci beaucoup, Lina, de cette réaction. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette nouvelle constitution tunisienne qui sera fêtée et célébrée demain en compagnie du président François Hollande et de sa ministre déléguée à la francophonie. C'est bien de parler du droit des femmes et tout, mais quand on est en France et qu'on est au gouvernement et qu'on recule sur la loi sur la famille qui devait donner des droits supplémentaires, notamment aux couples de femmes homosexuelles, est-ce que on ne se sent pas un petit peu mal? Non. Pour parler franchement. Un peu. Non, moi je crois qu'il y a besoin. Vous pouvez me dire, hein, ça reste entre nous. Non, ça reste entre nous. Non, mais c'est pour ça que je vous dis. Je pense qu'il n'y a pas de renoncement, il n'y a pas de reniement. Je pense qu'il faut du temps. Ce que vient de dire cette jeune fille tunisienne en disant entre le moment où on propose, où l'on lâche de l'encre, comme elle disait si joliment, et l'action, il y a un temps. Ce projet de loi doit avoir un débat serein. Et j'arrêterai là. Il fallait calmer le jeu, c'est ça? Vous pensez un débat serein, les travaux préparatoires continuent,
Et je crois qu'il est important. Mais vous savez que c'est illusoire. Enfin, vous savez, c'est pas moi de vous faire la leçon, mais si vous attendez qu'il y ait un consensus sur ces questions-là, il n'y en aura pas. Parce non, que mais alors, on peut calmer le jeu, on peut peut-être on va dire dissiper quelques fantasmes, etc. Un débat serein. Un débat serein, c'est-à-dire ne pas faire abstraction aussi des voix qui s'élèvent, mais on doit pouvoir, en France, avoir un débat serein sur cette question. Mais ce n'est pas un renoncement. Vous comprenez la déception des associations, des militantes féministes, par exemple, et puis même de beaucoup de gens qui ont participé à l'élaboration de cette loi et qui ont senti qu'ils étaient lâchés, quoi, d'un certain point de vue. Ils ne sont pas lâchés. Je crois nous sommes dans une société d'information, ça va très très vite, c'est pas à vous que je vais dire ça. Et de vitesse. Et de vitesse, et le temps du débat, je veux dire, ça va très vite, les informations partent très très vite, ça y est, la loi on l'a abandonnée, etc. Et ça revient. Je crois qu'il faut calmer le jeu. Il n'y a encore une fois pas d'abandon et pas de reniement. C'est aujourd'hui la journée internationale contre les mutilations sexuelles sur les femmes et ça reste un problème énorme qui est en plus souvent abordé sous une forme de choc de civilisation. Il faut peut-être le penser autrement et penser d'abord à la défense tous azimuts de ces femmes, de ces jeunes filles, de ces enfants qui sont mutilés sexuellement. Ça reste quand même un drame planétaire. Je veux dire, il y a 1 million de petites filles mutilées par an. À l'aube de 2050, elles seront 30 millions. L'excision ne prend racine dans aucune religion. L'excision est une coutume pré-pharaonique. C'était très simple, il fallait enlever le plaisir des femmes, donc couper au couteau, à la lame de rasoir, ce qu'on veut, des objets tranchants, le clitoris, donc une partie de l'appareil génital des filles. Cette coutume perdure, cette coutume est faite maintenant au nom de l'islam. Dès que les filles sont scolarisées, dans certains pays jusqu'à l'âge de 16 ans, elles savent qu'elles ne vont pas perpétuer, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'exciseurs, il n'y a que des exciseuses. Ce sont les femmes qui transmettent cette coutume. Donc il faut sensibiliser éduquer les femmes à la dimension non religieuse de ce geste et purement coutumier. Il n'y a que la scolarisation. La loi et la scolarisation. Madame la ministre, merci infiniment d'être passée sur le plateau de LCI. On a rendez-vous maintenant avec Hugues Baudouin pour les nouvelles de l'Europe.